BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. C'est notre promesse et on va la tenir, cette promesse, à nouveau tout au long de cette nouvelle saison, répondre à vos questions, les questions que vous nous envoyez chaque jour sur notre site bfmbusiness.com avec les meilleurs experts. Aujourd'hui, c'est Jean-Philippe Dubos qui vient nous rejoindre, rédacteur en chef tout sur mesfinances.com. Jean-Philippe. Rebonjour. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Alors on y va. Première question de Lucille. Comment dois-je faire pour savoir si j'aurai droit de percevoir une partie de la retraite de mon mari lorsqu'il sera décédé? Oui. Alors effectivement, Lucille, vous avez raison, tous les régimes français de retraite proposent ce qu'on appelle une pension de réversion, c'est-à-dire une fraction de la retraite que l'assuré percevait de son vivant ou aurait dû percevoir s'il était parti à la retraite. Parce que ça, on ne le sait pas, mais c'est pas forcément que la retraite des retraités. Ça peut être aussi la retraite que les assurés auraient dû percevoir. De ceux qui auraient dû être retraités. Exactement. Pas qui auraient dû, voilà, par rapport à leurs droits acquis. Ceci dit, vous le savez, en fait, la pension de réversion, c'est très compliqué. Et en fait, les critères d'éligibilité dépendent des régimes. Il y a des fois des critères d'âge pour avoir accès à la réversion. Il y a des fois des critères de revenus, enfin de plafond de revenus. Il y a des critères de remariage. Il y a des régimes, si la veuve se remarie, eh bien, sa pension de réversion est suspendue. Donc, Lucille, pour vous répondre, pour être concret, le mieux, c'est d'aller sur les sites internet, en fait, des caisses. Donc, effectivement, vérifier que votre mari, parce que ce qui est important, c'est que vous avez dit que c'était votre mari. Effectivement, la réversion, j'ai oublié de le dire, mais n'est réservée qu'aux conjoints mariés. Si vous êtes partenaire de Pacs ou concubin, ça ne fonctionne pas. Donc, Lucille, visiblement, vous êtes déjà éligible puisque vous êtes marié avec monsieur. Donc, eh bien, vous voyez les régimes auxquels il est affilié ou auxquels il a été affilié. Et puis, vous vérifiez sur les sites internet. Il y a une petite actualité. Il y a l'assurance retraite, qui est le régime de retraite de base des salariés, qui a mis en place il y a peu un simulateur sur ce site internet. Donc vous rentrez les infos et on vous dit si vous êtes éligible ou pas à la retraite, enfin à la réversion de base versée par l'assurance retraite. Il faut aller sur le site de l'assurance retraite. Voilà, c'est ça. C'est tout nouveau? Oui, ça datait, en fait, je crois que c'était juste avant l'été. D'accord. Léon, il est propriétaire bailleur et il veut savoir s'il doit obligatoirement effectuer un état des lieux avec ses locataires. Alors Léon, effectivement, la loi ne vous oblige pas à établir un état des lieux, mais franchement Léon, vous y avez tout intérêt. S'il n'y a pas d'état des lieux d'entrée, la loi part du principe que du coup le logement est en bon état. Ce qui veut dire que lorsque le locataire part et s'il y a eu des dégradations, normalement le locataire est censé être fautif. Ceci dit, s'il n'y a pas eu d'état des lieux, ça va être compliqué quand même de le prouver. Ensuite, sachez Léon que si vous ne faites pas d'état des lieux de sortie, vous ne pouvez pas prendre tout ou partie du dépôt de garantie en cas justement de dégradation. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Ce qu'il faut savoir aussi, Léon, c'est que si vous faites pas l'état de sortie tout de suite, justement à la sortie en fait du locataire, enfin quand le locataire s'en va, que vous le fassiez que plusieurs mois après, s'il y a des dégradations, il faut que vraiment vous puissiez prouver que c'est bien le locataire qui a fait ces dégradations. Bon bref, c'est très compliqué. Donc encore une fois, c'est pas rigolo, mais il faut mieux faire un état des lieux d'entrée et de sortie. Si vraiment vous n'avez pas le temps ou si vraiment effectivement ça ne vous plaît pas de faire ces démarches, eh bien vous mandatez un agent immobilier ou un administrateur de biens pour le faire. Sachez que cette prestation qui est payante est entièrement à la charge du bailleur. Bon, ben voilà, vous savez tout sur ces histoires d'état des lieux. Paul aussi nous écrit. Alors Paul, lui, il emploie une femme de ménage et un jardinier. Est-il vrai, nous demande-t-il, est-il vrai qu'il va devoir prélever leur impôt sur le revenu avec le prélèvement de la source? Eh oui, Paul. Eh oui. Alors tout à fait. Alors donc en fait, je rappelle le principe du fameux prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. À partir du 1er janvier 2019, l'impôt sur le revenu va être directement prélevé sur les salaires des salariés tous les mois. L'idée, c'est qu'il n'y ait plus de décalage d'un an entre la perception des revenus et leur imposition. Donc effectivement, tous les employeurs devront prélever l'impôt
sur le revenu et après le reverser au fisc. Pour la petite histoire, en fait, le taux qui est déterminé par rapport aux revenus qui sont déclarés au printemps, l'administration fiscale envoie le taux pour chacun des salariés aux employeurs vers septembre pour qu'ils l'appliquent en janvier. Et bien pour les particuliers qui emploient des salariés à domicile, eh bien c'est la même contrainte. Alors ceci dit, Paul, quand même conscient effectivement de la complexité de la démarche, le gouvernement vient d'annoncer que pour les employeurs particuliers dont vous faites partie, eh bien il y a un décalage d'1 an. Donc Paul, vous devrez prélever et reverser l'IR de votre jardinier, si je ne m'abuse, et de votre femme de ménage à partir du 1er janvier 2020. Donc vous avez encore 1 an et demi devant vous. Voilà. Le décalage, il a aussi été accordé parce que ni le CESU, ni je ne sais plus quel organisme qui sont censés le faire pour les particuliers employeurs adhérents à ces systèmes-là n'étaient pas en mesure de le faire à date. Exactement. Et ce qui est bien, c'est que pour les salariés à domicile, ça veut dire que leurs revenus ne vont pas être imposés en 2018, du coup. En revanche, en 2019, il y a un risque de double imposition, c'est ça? Eh ben non, justement, puisqu'en fait, ils vont avoir, ils vont avoir un petit avantage fiscal, enfin même un gros avantage fiscal. Question de de Pierre, qui a un cancer depuis plusieurs années et il se demande s'il a le droit de souscrire une assurance emprunteur. Oui, alors pour rappeler ce que c'est l'assurance emprunteur, alors même si la loi ne l'oblige pas, contrairement aux idées reçues, le code des assurances n'oblige pas à souscrire à une assurance emprunteur, c'est-à-dire à une couverture qui prend en charge les mensualités de remboursement. On peut par exemple nantir voilà. Avec un autre bien immobilier. Le problème, c'est que dans la plupart des cas, en fait, les banques exigent en fait la souscription d'une telle couverture. Donc en fait, c'est effectivement, la loi ne les oblige pas, mais vu que les banques vous disent OK, moi je vous octroie le crédit, mais qu'à condition que vous souscriviez une assurance emprunteur, dans les faits, en fait, cette couverture est devenue plus ou moins obligatoire. Bon bref, mais ça c'était important de le dire, encore une fois, ça n'est légalement pas obligatoire. Depuis 2015, certains ex-grands malades n'ont plus à déclarer dans les questionnaires de santé leur ancienne pathologie. Alors pour cela, donc c'est ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Et alors pour cela, il faut remplir plusieurs critères. Le premier critère, c'est que il faut que le traitement soit achevé et qu'il n'y ait plus de rechute au moins 10 ans. Depuis au moins 10 ans. Ce délai est réduit à 5 ans si la pathologie est intervenue avant les 18 ans de l'ancien malade. Et puis par ailleurs, en fait, ce droit à l'oubli ne s'applique qu'à certaines pathologies. Alors excusez-moi, mais là je prends mon anti-sèche parce que je ne veux pas me tromper. Donc il s'agit de l'hépatite C, du mélanome de la peau, du cancer du testicule, du cancer de la thyroïde, du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. Pour autant, pour ceux qui n'ont pas le fameux délai de 10 ans. Et puis aussi pour d'autres malades, d'autres qui ont eu des pathologies autres que celles que je viens de citer, eh bien, il y a une possibilité de le déclarer dans le questionnaire de santé, mais de ne pas subir de surprime ou d'exclusion de garantie. Donc Pierre, je ne connais pas votre ancienne pathologie. Le mieux, c'est encore une fois d'aller là sur un site internet de la convention AREAS, qui veut dire pour s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé, qui est une convention qui a été signée par les pouvoirs publics, les banques, les assureurs et les associations de défense de consommateurs. Et là, effectivement, vous avez une grille qui vous dit si vous êtes éligible ou pas au droit à l'oubli. C'est important de consulter régulièrement parce que au fur et à mesure des progrès scientifiques, cette grille est remise à jour. Bien sûr. Une petite précision que brandissent d'ailleurs souvent les courtiers et notamment avec cette décision qui a été actée de rendre possible la renégociation de son assurance emprunteur tout au long du contrat. Les courtiers disent souvent que ne pas prendre le contrat groupe pour ces personnes éventuellement dépendantes de la convention AREAS, c'est souvent une possibilité de se retrouver assuré parce que là où un contrat groupe ne voudrait pas du risque ou proposerait un tarif prohibitif, un dossier personnel pourrait rendre possible l'assurance emprunteur. À l'inverse, ce qu'il faut savoir, c'est le contrat groupe. En fait, tout le monde paye à peu près la même prime, que vous soyez jeune. Et souvent, donc, ils ne veulent pas de ces risques aggravés. Voilà. Mais encore une fois, faut vraiment regarder au cas par cas. L'assurance individuelle n'est pas forcément
Autant effectivement pour un jeune en bonne santé qui est non-fumeur, là il n'y a pas de photo. En revanche pour un ancien malade, il faut être voilà, vous pouvez avoir une surprime importante. Voilà Pierre. Allez, une autre question, celle de Louise. Elle est invalide, Louise, et on lui dit qu'elle ne touchera plus de pension d'invalidité à partir de 62 ans, pas 72. Est-ce vrai? Plus de pension d'invalidité après 62 ans? Alors en fait je pense que ce qu'elle fait référence, c'est que non seulement elle doit toucher une pension d'invalidité, mais elle ne doit pas travailler. Parce qu'effectivement quand vous touchez une pension d'invalidité et que vous atteignez l'âge légal de départ à la retraite qui est fixé justement à 62 ans, et votre pension d'invalidité est automatiquement supprimée et vous partez en retraite pour inaptitude, dont souvent le montant d'ailleurs est inférieur à la pension d'invalidité. Donc j'imagine que c'est pour ça. Si en revanche Louise vous continuez à travailler, vous pouvez percevoir la pension d'invalidité au-delà de 70 ans puisque vous n'êtes pas parti à la retraite. J'en profite pour dire qu'il y a la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 qui a introduit une nouveauté, on va dire, pour les invalides demandeurs d'emploi. Si le demandeur d'emploi donc touche une pension d'invalidité, qu'il a travaillé jusqu'à 61 ans et 6 mois et qu'il s'inscrit à Pôle emploi, sa pension d'invalidité donc est maintenue au-delà de 6 mois, donc 62 ans et 6 mois. Si au bout de ces 6 mois d'inscription à Pôle emploi, il n'a pas retrouvé de travail, et bien du coup de nouveau il passe en retraite pour inaptitude. S'il retrouve du travail, et bien il continue de toucher sa pension d'invalidité jusqu'à ça fluidifie un peu le système, jusqu'à ce qu'il parte à la retraite ou jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de retraite à taux plein, c'est-à-dire sans décote, c'est-à-dire à 67 ans. Eh bien voilà quelques éléments de réponse aux questions que vous nous envoyez. Vous le savez, hein, c'est chaque jour que nos experts vous répondent. Soit vous nous écrivez via notre site internet, ou bien encore plus simple, notre mail intégral placement au pluriel @bfmbusiness.fr. Merci beaucoup. Merci. Jean-Philippe Dubosc, le rédacteur en chef de toutsurmesfinances.com.